Passer maintenant la parole au Prince Murat. Et une question, alors peut-être, est-ce qu'il y a une note d'espoir de la place de la France dans le monde, dans cette partie qui est importante, qui est l'océan Indien, que vous connaissez bien, où nous vendons quand même du matériel de défense, et Inde qui est intéressante parce elle a une approche très gaullienne de la géopolitique, c'est-à-dire que elle applique cette maxime que les pays n'ont pas d'amis mais ont des intérêts et nous des accords avec les Américains, comme avec les Russes, ou les BRICS plus généralement. Merci Georges. Alors d'abord, je suis évidemment complètement aligné avec les analyses de Caroline Garrick-Terros, Roland Lombardi et de l'amiral Dufour. Et l'amiral Dufour a parfaitement raison. En fait, c'est pas parce que la France a rétréci, c'est parce que le monde a grandi. Enfin, quoique la France a quand même rétréci, puisque rappelez-vous, en 1939, le territoire terrestre français représentait 11% de la surface terrestre mondiale. 11%. En 1962, on ne représente plus que 0,5%. En revanche, ce qu'on représente toujours, c'est le plus grand territoire maritime mondial. Donc là, c'est absolument indiscutable. Et en particulier depuis les accords Star-Plaque qui ont été finalisés, je crois, il y a 2 ans sur les plaques océaniques à l'ONU. Là, en matière de fonds marins, la responsabilité française, le domaine français est gigantesque. Il est très très loin devant le domaine américain, il est très loin devant tous les autres domaines. Donc la France a une capacité de développement sur les fonds marins et sur le domaine maritime qui est quasiment sans limite. Et je vous rappelle que 90% des fonds marins n'ont toujours pas été explorés. C'est-à-dire qu'on envoie des fusées sur Mars et c'est bien, ça fait rêver, c'est important de porter la science, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y a au fond des eaux. Et 90% de la biodiversité maritime n'a toujours pas été découverte. Hein. Donc vous avez là une puissance potentielle pour la France qui est quasiment inépuisable. Alors évidemment, ça nous amène vers l'Indo-Pacifique. Caroline a raison, il y a un shift qui se fait vers l'Est. La puissance maintenant se met du côté de l'Indo-Pacifique, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Ça pose d'ailleurs des grandes questions dans le cadre de la réorganisation, enfin dans le cadre des stratégies militaires françaises. Doit-on se penser comme étant un leader de la défense en Union européenne et en OTAN avec en perspective la Russie comme étant un danger, ou au contraire se projeter en disant la Russie c'est fait, maintenant le risque pour la sécurité c'est plutôt la Chine, et donc se projeter plutôt vers l'Indo-Pacifique, ça veut dire passer d'une force aéroterrestre à une force aéronavale, donc développer énormément les capacités de marine. Quoi qu'il en soit, donc la position qu'on a dans la France est effectivement une puissance pacifique gigantesque, parce que 96% de la surface de zone économique exclusive française maritime est dans l'Indo-Pacifique. Hein. C'est essentiellement lié à la Nouvelle-Calédonie, c'est essentiellement lié à tous ces points-là. Alors, dans les puissances indo-pacifiques, la rumeur vous est parvenue, l'Australie n'est peut-être pas la plus favorable à la France, hein, puisqu'elle nous a quand même poignardé avec cette histoire de sous-marin. Mais rappelez-vous tout de même que l'Australie nous en voulait depuis longtemps à cause des essais nucléaires. Hein. Donc, il y avait tout de même quelques petits mots. On aurait pu anticiper un problème. Bon, quoi qu'il en soit, dans les puissances indo-pacifiques, il y a l'Inde. Alors l'Inde, c'est vrai qu'on en parle très peu, et l'Inde, elle est très 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 gaulliste, c'est vrai, très gaullienne. Et l'Inde, elle est totalement non alignée. L'Inde, elle ne pense qu'à ses intérêts, elle a raison, elle pense à l'intérêt de sa population. Et l'Inde aujourd'hui est une nouvelle superpuissance, hein, c'est la 5e puissance mondiale en termes économiques. Goldman Sachs estime même que ce sera la seconde puissance mondiale, la 2e puissance mondiale en 2075. Aujourd'hui, l'Inde, c'est 1,450 milliard d'habitants, et c'est un PIB de 3 750 milliards de dollars, c'est-à-dire 1000 milliards de plus que la France. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce PIB indien a été multiplié par 2 en 10 ans. Hein. En 10 ans, ils ont multiplié leur PIB par 2. Alors, on critique beaucoup M. Narendra Modi, l'abominable nationaliste, mais il s'avère que ça a été multiplié par 2 depuis que M. Narendra Modi est arrivé. Il a évidemment des millions de défauts, et je ne suis absolument pas là pour commenter la politique de M. Modi, je suis là pour voir les résultats. Les résultats sont éblouissants. Je veux dire, c'est tout à fait surprenant. L'Inde qui est un pays extrêmement jeune, hein, puisque 40% des Indiens ont moins de 25 ans, pays extrêmement éduqué. Vous connaissez tous la fameuse phrase « les Indiens, les meilleurs ingénieurs du monde ». Alors là, pour le coup, c'est une phrase de marketing qui a été inventée par les Indiens. En fait, c'est la diaspora indienne qui produit les meilleurs ingénieurs du monde. Ce ne sont pas les ingénieurs indiens. C'est-à-dire qu'en Inde, moi qui ai travaillé 7 ans en Inde, les ingénieurs sont de qualité, mais ils ne sont pas meilleurs que les Français. Hein. En revanche, les ingénieurs indiens que vous allez retrouver en France, aux États-Unis, en Angleterre, sont les meilleurs des meilleurs des meilleurs des ingénieurs indiens. Donc là, ceux-là sont très très bons, et donc vous les retrouvez à la tête de Microsoft, à la tête de... Et c'est pour ça que d'ailleurs,
ils bénéficient d'une diaspora qui est absolument exceptionnelle, les Indiens, puisque l'Inde trust à peu près tous les postes à très haute responsabilité de la Silicon Valley. C'est absolument formidable. C'est la 4e puissance militaire mondiale. Ils ont 1,5 million de soldats, ils ont 3 millions de réservistes. Et l'Inde, ça marche très bien avec la France. L'Inde, il faut savoir que tout le système d'identité sécurisée biométrique indien qui a produit l'équivalent de la carte du numéro de sécurité sociale indien, c'est français, c'est Safran. Que le premier fournisseur, le premier acheteur d'industrie de défense française, c'est l'Inde. C'est notre premier client, les Indiens. Ça, on travaille très bien avec les Indiens, en particulier depuis que M. Modi est au pouvoir. Aujourd'hui, l'Inde est une puissance nucléaire, ne l'oubliez pas, hein, ils ont 156 ogives nucléaires. Et dans l'Indo-Pacifique, c'est une puissance qui va compter énormément. Et avoir des alliances, notamment navales ou maritimes avec l'Inde, ferait complètement sens, évidemment. Donc voilà, oui. Donc effectivement, moi je vois des possibilités de développement de puissance dans l'Indo-Pacifique avec des partenariats avec l'Inde. L'Inde ne signera pas d'alliance. L'Inde ne signe pas d'alliance. L'Inde n'a pas d'alliance. L'Inde fait partie du G20, fait partie des BRICS. Ce sont des partenariats, mais ils n'ont pas d'alliés. En revanche, ils s'entendent très bien avec la France, ils s'entendent très bien avec Israël. Ils s'entendent évidemment parfaitement bien avec les Américains, mais tout en gardant une véritable indépendance. Donc je pense que l'Inde, c'est un partenaire naturel pour la France, compliqué, très très compliqué, mais avec des possibilités de co-développement au bénéfice des Français, au bénéfice des Indiens, quasiment sans limite, notamment dans les domaines maritimes. Merci Amiral, parce qu'effectivement là vous avez, on ne peut que souscrire à vos analyses. Effectivement, la boussole de la grandeur qui avait été conçue par le général de Gaulle pour le développement et la poursuite d'une puissance française avait été conçue pour un monde bipolaire. Effectivement, à la chute de l'URSS, malheureusement, la France n'a pas du tout révisé son principe et son concept de puissance, et on est resté sur des vieilles méthodes d'exercice de la puissance. Et ça s'est traduit, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, ils sont intéressants. L'armée française a mené 73 opérations extérieures, 73 OPEX entre 1960 et 1990, puisqu'on était dans la logique bipolaire. Entre 1990 et 2022, on en a mené 190. Donc on est resté dans cette logique-là. 190 opérations, c'est absolument... Il n'y a que les États-Unis qui en ont fait plus. Hein. Donc on a une armée qui est très affûtée, mais pour des résultats finalement très mauvais, puisque dans le Sahel, ça n'a pas été une réussite, en Syrie non plus. Enfin, donc ça a participé, ce vieil exercice de la puissance comme ça, qui perd complètement de vue le soft power, qui perd complètement de vue le développement économique, l'indépendance énergétique, toutes ces choses-là, au profit simplement d'une vieille analyse type guerre froide, est en train de nous mener effectivement assez largement dans le mur. Et puisque vous faisiez à juste titre la publicité de la Vigie, je vais en profiter pour faire la publicité de l'appel au peuple. Allez voir sur le site de l'appel au peuple l'analyse de France sur Mer, c'est-à-dire comment garantir que ce levier de puissance potentielle française grâce à son espace maritime devienne une priorité politique. Ça, c'est une chose évidemment très très très... Enfin, si on perd ça, je vois pas très bien comment on va faire. Pour en revenir très rapidement aux BRICS, alors les BRICS, ce qui est absolument ahurissant sur les BRICS, c'est vous comprendre le relais de croissance économique que ça représente. C'est-à-dire que les BRICS, ça réunit tous les pays qui ont des croissances supérieures à 3%. L'Inde aujourd'hui a une croissance à 6%. Elle avait une croissance à 9% l'année dernière. Donc ce sont des pays qui ont des croissances économiques absolument gigantesques et qui représentent des potentiels énergétiques colossaux. Parce qu'avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite, donc là on a Nicolas Mayet qui est dans la salle, ce serait intéressant qu'il ait une petite analyse de les BRICS et l'énergie, puisque là maintenant on a un pôle de BRICS qui représente des ressources énergétiques fossiles ou non qui vont être absolument gigantesques. Donc là ils vont avoir un grand levier de puissance par rapport à nous. Néanmoins, dans les leviers de puissance, il y en a un qui est en train de se développer, dont vous avez tous entendu parler, qui va avoir un impact à peu près aussi important que l'armement nucléaire sur la différence entre les grandes puissances et ceux qui suivent. C'est une technologie qui s'appelle l'intelligence artificielle. Ça va tout changer. Et quand M. Lombardi dit que c'est peut-être la fin du siècle américain, je ne souscris pas à cette analyse parce qu'ils ont le quasi-monopole de l'intelligence artificielle aujourd'hui.
La Chine le développe, la Russie le développe, mais à bien moindre niveau. L'Europe, c'est complètement nul là-dessus. L'Inde, on développe un petit peu. Et il faut bien comprendre que l'arrivée de l'intelligence artificielle, on n'en est qu'au tout début. Là, ça fait 6 mois qu'on joue avec ChatGPT, et ça fait déjà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire une lettre de motivation avec ChatGPT, elle en fait une qui sera 10 fois mieux que ce que vous ferez jamais de toute votre vie. C'est complètement délirant. Ça marche très, 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 très bien. L'intelligence artificielle productrice, ce qu'on appelle la cognitive AI, c'est absolument terrifiant. Hein. C'est quelque chose de très 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 puissant. On n'en est qu'au tout début. Et là, il va y avoir un décrochage majeur, et je pense que les États-Unis seront devant. Il va y avoir un décrochage majeur entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Et les grands perdants de cette histoire, les immenses perdants de cette histoire, évidemment, ce sera l'Afrique. Donc aujourd'hui, la France, si elle perd son domaine maritime, si elle pourrait peut-être s'enorgueillir d'avoir une voix un peu différente dans le concert des nations en utilisant le dernier levier de puissance qui est le sien, c'est-à-dire son siège au Conseil de sécurité. Je sais qu'il y a des velléités de le partager avec l'Allemagne, ce qui est évidemment une folie furieuse. En revanche, idée comme ça, pourquoi pas proposer un siège de sécurité, une voix au Conseil de sécurité à travers la voix française à l'Afrique, parce qu'elle va totalement disparaître avec l'intelligence artificielle. Donc, donc ça forcerait l'Afrique à développer une union africaine qui soit solide et vitale, parce qu'il y a 55 pays en Afrique, donc il faut qu'elle ait une représentation pour pouvoir discuter avec la France, avec son siège au Conseil de sécurité. Et voilà. Et au moins, ça permettrait peut-être aussi à la France d'avoir à nouveau une voix qui soit entendue en Afrique, autre qu'une voix de condescendance. Dire, asseyez-vous à nos côtés au Conseil de sécurité, certainement pas l'Allemagne. Voilà. Donc voilà, c'est une idée idiote que je lance comme ça, mais c'est évidemment irréaliste, mais c'est à voir.